Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Nouveau jour, nouvelle vidéo. Mais avant, je voudrais dire un grand merci du fond du cœur à tous ceux qui ont regardé la dernière vidéo. On a fait 3000 vues en 48 heures, je pense. Alors, c'est encore une petite communauté, mais comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et je compte sur vous pour liker, partager, interagir avec le contenu de la page. Mais n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être informé en temps et en heure quand je publie du contenu en ligne. C'est parti! Au menu du jour, la délinquance juvénile au Gabon, la bavure policière qui a entraîné la mort de Karl Stacey Akoué, la communauté Hausa qui réclame d'être reconnue comme étant une ethnie du Gabon et enfin la construction de Libreville 2. La vidéo va commencer sur un ton de deuil par la mort de Glenn, qui est plus ou moins liée à la délinquance juvénile au Gabon. Je vous invite tout de suite à regarder avec moi les propos du papa éploré. A reçu un coup fatal avec une arme blanche. Il était âgé de 16 ans, en classe de seconde au lycée Jean-Rémy Bessieux de Libreville. Poignardé par des jeunes dont les identités restent encore méconnues jusqu'alors, un groupe de gangs sème la terreur au quartier La Pairie de Libreville. Faut-il désormais vivre dans la psychose? La question vaut son pesant d'or au regard des faits. C'est la deuxième perte tragique que nous vivons dans ce quartier. Le 31 décembre 2020, nous avons perdu un jeune homme pratiquement dans les mêmes conditions, poignardé. Et quand on l'amène à l'hôpital, ils l'ont laissé mourir parce que pour eux, à l'hôpital, c'est des voyous, c'est des braqueurs. Donc mon fils, comme je disais, il n'avait pas de problème avec le voisinage, sauf qu'il avait des amis ici. Mais bon, malheureusement, je ne vois plus ces amis-là, parce que je découvre avec les enquêtes qui sont menées au niveau de la police judiciaire que des bandes organisées, que dans les quartiers actuellement, les jeunes forment des bandes organisées et se lancent des défis. Alors que j'étais en train de discuter avec un frère qui était venu me rendre visite, c'est comme ça que le fils du voisin surgit pour me faire comprendre que on a poignardé mon fils. Vous voyez, sous le choc, j'étais un peu perdu, je ne comprenais pas, parce que je venais à peine de le voir rentrer, et je ne comprenais pas qu'il puisse se faire poignarder. Il s'agissait de quoi? J'essayais de me poser des questions, et j'ai informé sa mère avec sa grand-mère, donc et ses sœurs, ils se sont rendus vers là où le fils du voisin nous indiquait que c'était du côté de la poste. En tant que parent, j'ai envie de dire parents, éduquons nos enfants avant de crier au scandale sur la responsabilité gouvernementale quand un de nos enfants est braqué ou perd la vie. Il faut savoir qu'on a une responsabilité parentale dans l'éducation de nos enfants, dans le comportement de nos enfants quand ils sortent de la maison familiale. L'éducation de l'enfant, c'est 60% à la maison, 20% à l'école et à peu près 20% d'expérience personnelle. C'est un papa naturellement dévasté par la perte de son enfant avec des propos très subjectifs, c'est normal. Mais l'effet inverse aurait causé les mêmes dégâts, c'est-à-dire que Glenn, par inadvertance, aurait pu à son tour faire mal à quelqu'un d'autre. Et à ce moment, ça aurait été une autre famille endeuillée. Et au final, on rentre dans une boucle sans fin. Donc effectivement, il y a une responsabilité gouvernementale dans le maintien de l'ordre public, tout comme il y a une responsabilité parentale dans l'éducation de nos enfants. Il faut beaucoup d'implication parentale et un regard absolu dans tout ce que nos enfants font jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs. Pour faire le parallèle entre la délinquance juvénile et la mort de Glenn, sans pour autant qualifier Glenn de délinquant bien entendu, on va regarder cette vidéo que j'ai prise sur le net. C'est incroyable. Regardez un peu dans cette vidéo-là. On a l'impression d'être dans les favelas du Brésil en fait. Ce genre de comportement n'a pas lieu d'exister au Gabon. Il faut une répression forte de la justice, des peines encore plus lourdes quand les individus sont dans les geôles de la République. Que Dieu ait l'âme de Glenn, qu'il repose en paix, que ses amis avec qui il est sorti pour faire la bagarre ce jour-là prennent conscience d'un certain nombre de choses. Karl Stacey Akoué, un trentenaire parti trop tôt à cause de certains militaires un peu trop zélés dans certaines circonstances de l'exercice de leurs fonctions. Je ne saurais commencer la partie de Karl sans présenter mes sincères et plus profondes condoléances à la famille de Karl, qui à l'heure actuelle
doit être extrêmement triste par la perte d'un des leurs. Voici une maman qui s'est endormie la veille avec tous ses enfants au complet et qui le jour d'après a accueilli avec une grande tristesse la nouvelle du décès d'un de ses enfants. Le plus triste et le plus dramatique dans tout ça, c'est la manière dont on lui a ôté la vie. Alors jusqu'à maintenant, on n'a pas eu la version des militaires, mais moi personnellement j'estime que dès qu'il y a mort, même si les militaires auraient raison, le maintien de l'ordre ne rime pas avec l'abus de pouvoir. Rien ne peut justifier, même à raison, le fait qu'ils aient ôté délibérément la vie de Karl. C'est clairement une bavure policière qui mérite une décision devant aller jusqu'à la radiation de ces gens-là. Je trouve également dommage la communication tardive du gouvernement pour deux raisons. D'abord, c'est une communication qui intervient après une certaine pression médiatique. Deuxièmement, c'est une communication qui donne une impression de couverture des militaires en question. Parce que dans le communiqué du ministère de la Défense, M. Félicien Cohy parle d'individus habillés en tenue militaire et en cagoulé. Je vous mets juste l'extrait de la partie qui m'intéresse. Les faits recueillis font état de ce que le défunt a trouvé la mort du fait des coups et blessures infligés par des individus habillés en tenue militaire et encagoulés. Quand on regarde cet extrait, on a l'impression qu'il sous-entend indirectement que ce n'était pas forcément de vrais militaires. Alors que dans le contexte actuel, au regard des heures pendant lesquelles cette affaire s'est déroulée, il ne peut s'agir que de militaires en fait. On parle quand même dans un contexte de couvre-feu et donc d'un quadrillage large qui permet de sécuriser la ville. Si toutefois les enquêtes prouvent qu'il s'agissait de faux militaires, il y a lieu de s'inquiéter réellement parce que cela signifierait que le couvre-feu est quand même compatible avec l'insécurité. On attend l'issue de cette affaire avec impatience et on réclame la tête des 7 militaires aux pratiques peu recommandables. Cette histoire a une double moralité. La première, c'est qu'il faudrait mettre beaucoup plus de rigueur dans le recrutement des agents de force de l'ordre. Mais aussi, on a l'impression que le ministère de la Défense a comme premier réflexe la couverture des bavures policières. C'est pas normal. J'espère que la police des polices fera son travail et qu'elle permettra de sanctionner tout comportement répréhensible. Quand on est en face des agents de force de l'ordre, on est censé se sentir en sécurité et non le contraire. Parler de la communauté Haoussa. Quand j'ai vu l'extrait où ils ont traduit la Concorde en langue Haoussa, j'ai été choqué. Regardons la vidéo d'abord. J'ai été choqué parce que ça n'a pas lieu d'être, mais en plus, ils n'ont pas à traduire la Concorde en langue Haoussa pendant que la langue officielle au Gabon, c'est le français. Pour ouvrir une petite parenthèse historique, les Haoussa viennent du nord du Nigeria et du sud du Niger. Ils sont principalement Touareg ou Peul, et Touareg et Peul sont des peuples nomades. Aujourd'hui, on les retrouve beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, c'est normal. Mais ils sont déployés un peu partout en Afrique parce que c'est un peuple qui n'a pas d'habitation fixe et qui se déplace fréquemment. Par ailleurs, c'est des grands commerçants. Certains d'entre vous vont peut-être me trouver extrémiste, mais c'est comme ça que les problèmes génocidaires commencent. On réclame quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Après même, sans gain de cause, on est convaincu de l'obtention de la chose réclamée. Et les problèmes de complexe de supériorité commencent. Les phrases qu'on ne voudrait plus entendre du style « je suis plus gabonais que toi » commencent à devenir monnaie courante. Pire, après on termine par viser la présidence. Je préfère ne même pas rentrer dans les conflits de religion qui puissent exister dans ces cas-là. Le conflit israélo-palestinien ou même le génocide au Rwanda ont commencé par des banalités pareilles. Une communauté étrangère vient s'installer dans un pays, elle commence à revendiquer des droits qui ne lui reviennent pas de droit et commence même à spolier les autochtones. Le Gabon est un petit pays qui sait cohabiter avec les étrangers, mais il ne faudrait pas abuser de cet état d'esprit. La voie pour devenir Gabonais est ouverte à tous par le biais de la naturalisation.
il faudrait que les autorités interviennent très rapidement pour clore le débat à ce sujet, avant que les choses ne prennent une ampleur démesurée. Pour parler de Libreville 2, je vais commencer par une question très pertinente que j'ai trouvée sur le Facebook d'un de mes anciens professeurs à l'Institut de gestion qui disait ceci. Le projet Libreville 2 est-il compatible avec les exigences court-termistes de la transition, à savoir la restauration des institutions pour leur recrédibilisation? La question est très pertinente parce que la matérialisation de ce projet nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Sur l'aspect temporel, il est évident que pour matérialiser un tel projet, il faut 5, 10 voire plus d'années. Ce qui fait que la transition ira bien au-delà de l'estimation qu'on s'était faite, c'est-à-dire à peu près 2 ans. Après, on peut accepter une durée de la transition beaucoup plus longue que prévu si elle est porteuse de fruits. Concernant l'aspect financier, le projet Libreville 2 nécessite beaucoup d'argent et donc de creuser potentiellement la dette. J'ai pas envie de dire après, si la dette est utilisée à bon escient, pourquoi pas? Le côté positif d'un tel projet, c'est qu'il va de pair avec le développement des infrastructures, la fluidité dans le transport des marchandises agricoles, la création d'emplois et l'aspect touristique. Pour répondre à la question, je pense que le projet Libreville 2 est incompatible avec la durée normale de la transition, au regard de tout ce qui a été précédemment évoqué. Encore une fois, on estime à 2 ans voire 5 ans une durée normale de la transition. En tout cas, le sujet a l'air tabou au niveau du palais du bord de mer, car jusqu'à présent, les autorités n'ont pas fait une communication officielle sur la durée réelle de la transition. Un tel projet est révélateur du fait que le président est encore là pour un bon moment. Et pour terminer sur ce sujet, personnellement, je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire dans Libreville avant de se lancer dans un projet aussi ambitieux que celui de Libreville 2. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté en temps et en heure à chaque fois que je mettrai du contenu en ligne. Ciao, ciao la MIF.